Monsieur Couillard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous avez annoncé des coupes budgétaires dans le cadre du pacte fiscal en échange de plus de pouvoir pour les municipalités. La ville de Saguenay, elle, a remarqué un manque à gagner de 13 millions pour l'année à venir. Est-ce que ce 13 millions-là va être réinjecté dans d'autres sphères de la région? Bon, d'abord, je dois corriger quelque chose. Il n'y a eu aucune coupe budgétaire dans les programmes des municipalités. La seule chose qui a été retirée, ce sont les parties des frais d'administration de ce qui existait avant les CLD et la Conférence régionale des élus. Mais tous les budgets d'aide aux entreprises ou de soutien aux communautés ont été laissés totalement intacts, avec comme volonté de rendre les élus régionaux responsables et imputables de l'utilisation de ces sommes-là. Ce qu'on va annoncer bientôt, c'est le nouveau fonds, le fonds d'aide au rayonnement des régions, qui s'ajoute à tous les autres et qui va se répéter année après année après année. Ça fait longtemps que c'était attendu, ici comme ailleurs, mais on va rencontrer les élus dans chaque région, bien sûr ici dans la nôtre, pour voir quelles sont leurs idées sur la répartition des sommes, la gestion de ce fonds qui, au début, est à 30 millions, mais qui va atteindre 100 millions pour les régions, mais 100 millions chaque année qui revient chaque année. Donc, c'est autour de 820 millions de dollars pour les 10 prochaines années qui va être dans les régions, géré par les régions pour les régions. D'accord. Et par rapport au projet de loi 122 qui vise à décentraliser pour donner plus d'autonomie aux municipalités, dans la région, le député Sylvain Gaudreault, lui, accuse le gouvernement de faire de la centralisation avec la gestion du fonds de rayonnement des régions. Quelle est la réelle priorité du gouvernement en ce moment? Est-ce que c'est plutôt la centralisation ou la décentralisation? Il faudrait que M. Gaudreault m'explique qu'est-ce qu'il veut dire, parce que c'est tout à fait le contraire. Ce que je viens de dire, c'est qu'on veut confier le fonds aux régions pour qu'elles l'administrent elles-mêmes. Nos interlocuteurs sont les préfets des municipalités régionales de comté, qu'on veut voir travailler ensemble, mais il ne s'agit pas de centralisation, c'est le contraire. En fait, le projet de loi dont vous avez parlé et ce fonds-là sont probablement les gestes de décentralisation les plus importants posés par le gouvernement au Québec depuis très longtemps. Et toujours en rapport avec le projet de loi 122, Démocratie Québec a dénoncé l'abolition des référendums dans les régions en disant que ça enlevait du pouvoir aux citoyens. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce n'est pas que dans les régions, c'est également à Québec et à Montréal. Et c'est ce qui existe dans le reste du pays. Alors, il y a d'autres façons de consulter les citoyens pour des pays et pour des projets. Et d'ailleurs, le projet de loi comporte également l'obligation pour les municipalités de se doter d'un mécanisme de consultation. Alors, sur un tout autre sujet, M. Couillard, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma, M. Alexandre Fréchette, accuse le gouvernement de faire de la complaisance envers Rio Tinto à la suite des nombreuses coupes d'emplois qu'il y a eu dans la région. Et il dit qu'il est temps que le gouvernement mette la pression sur Rio Tinto. Qu'en pensez-vous? Bien, on le fait. D'abord, il n'y a pas eu d'emploi de perdu. Il n'y a personne qui a perdu son emploi. C'est une attrition qui se fait au cours des prochaines années dans un milieu, comme ici d'ailleurs, comme dans les médias, où la technologie fait en sorte que le profil d'emploi va changer considérablement. Ce que je dis, c'est qu'avant tout, on pense aux travailleurs, à leurs familles, l'avenir de l'industrie, qui veut dire l'avenir de nos familles qui vivent de ce milieu-là. Mais souvenons-nous d'une chose. L'industrie de l'aluminium, c'est l'essentiel de notre avenir économique. Il faut avoir une bonne relation avec l'entreprise. Ça ne veut pas dire laisser faire ce qu'elles veulent. Ça veut dire dialoguer avec l'entreprise, mais également toujours se souvenir de l'importance de cette entreprise-là pour nous. Se souvenir que les décisions sont prises ailleurs et que oui, on doit avoir des débats avec l'entreprise, mais on doit maintenir une attitude d'accueil pour cette entreprise-là. Sinon, ça n'aura que des conséquences négatives pour nos employés, nos travailleurs et nos familles. Et alors, on sait qu'il est difficile de trouver des emplois en région. Quelle solution avez-vous pour que la situation soit plus favorable en région? La formation. Alors, plus on fait de formation postsecondaire en région, on est dans les collèges aujourd'hui, que ce soit ici à Jonquière ou à Saint-Félicien ce matin, avec l'agrandissement d'un programme là-bas. Il y aura d'autres annonces semblables, de nouveaux programmes universitaires. Plus les jeunes des régions ont accès à des programmes de formation supérieure dans leur région, plus ils auront tendance à rester chez eux et même à y revenir par la suite. Et c'est vraiment pour moi la clé de l'avenir des régions. Tout passe par ça, que ce soit l'agriculture, la forêt, les médias, les entreprises. L'avenir du monde du 21e siècle, c'est l'innovation. L'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire formation, éducation continue. Et alors, cette semaine, il va y avoir le Rendez-vous national de la main-d'œuvre à Québec. Est-ce que, justement, il va être question des régions et des emplois en région? De tout le Québec, mais particulièrement en région, mais pas seulement en région. Vous savez qu'on a un taux de chômage historiquement très bas au Québec, à 6,2 %. C'est historique, avec beaucoup d'emplois créés, on l'a vu au cours de la dernière année. À ça s'accompagne la perspective d'une pénurie de main-d'œuvre au cours des prochaines années. Alors, la solution pour ça, c'est d'avoir, oui, un plus grand nombre de personnes, mais surtout de mieux former nos gens et s'assurer que la formation évolue constamment avec les besoins du marché du travail. Alors, c'est de ça dont on va parler. Ça veut dire nos cégeps, nos universités, encore une fois, notre formation technique dans les commissions scolaires. Ça veut dire une meilleure accueil et intégration des immigrants avec reconnaissance de leurs compétences. C'est de ça dont on va parler. Le problème actuellement au Québec n'est plus un problème d'emploi, mais un problème d'employés, d'accès à la main-d'œuvre, même en Gaspésie.
Une entreprise gaspésienne faisait une annonce à la télévision pendant le temps des fêtes parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. On n'aurait jamais vu ça il n'y a même pas 5 ans ou 6 ans. Alors, le visage de l'emploi, de la main-d'œuvre au Québec change complètement. Il faut non seulement qu'on s'ajuste, mais qu'on devance la parade. Et alors, sur un plan plus national maintenant, Québec a donné 1,3 milliard de dollars à Bombardier, alors que le gouvernement fédéral, lui, a décidé d'octroyer un prêt de 372 millions de dollars. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné sur ce projet-là? Non, parce que nous, on avait déjà sauvé l'entreprise. C'est le geste du gouvernement du Québec qui a sauvé non seulement les avions de Bombardier, mais toute l'entreprise Bombardier. C'est des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects dans l'aéronautique qui en dépendaient. On a posé le geste qu'il fallait au moment où il fallait. Il fallait absolument que le gouvernement fédéral le fasse également. C'est leur décision. Nous, on n'a pas été partis à leur négociation, mais ce que je répète tout le temps, c'est que l'aéronautique au Québec, c'est aussi important que l'automobile en Ontario. Et ce qu'on a fait pour l'automobile en Ontario à d'autres époques, il faut qu'on en fasse autant pour l'aéronautique chez nous, qui est une grande partie de notre avenir, pas seulement pour Montréal. Il y a beaucoup d'entreprises de PME qui sont des fournisseurs de Bombardier et des autres grandes entreprises qui sont dans les régions, notamment dans la nôtre. Alors, il faut continuer à rappeler que c'est une entreprise et une industrie d'envergure nationale pour le Québec. Est-ce que vous avez l'impression vraiment d'avoir la survie de Bombardier sur vos épaules? Non, parce qu'on a agi. On a agi, puis le président, M. Bellemare, l'a dit, n'eût été de l'intervention du gouvernement du Québec, ça aurait été excessivement difficile de garder Bombardier en vie. Et je rappelle qu'il s'agit de dizaines de milliers d'emplois dans un secteur d'avenir pour le Québec qui est l'aéronautique. Et M. Philippe Couillard, aujourd'hui, vous êtes en visite au Cégep de Jonquière où il y a l'exclusivité du programme d'art et technologie des médias. Est-ce que c'est dans l'idée du gouvernement d'éventuellement en faire une école nationale de communication? Alors, je viens juste d'avoir cette demande par la direction du Cégep, alors on la trouve très intéressante. Au-delà de ça, quel est le signal qu'on veut envoyer? C'est que l'exclusivité du programme n'est absolument pas remise en question. Beaucoup, comme ça marche très bien, c'est formidable, je viens de visiter le programme ici, beaucoup voudraient faire pareil ailleurs. Alors on dit non, ça va rester à Jonquière, envoyer les étudiants d'ailleurs étudier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très bien, une belle expérience de vie puis une belle formation, mais ça fait partie des programmes dont on va vouloir préserver l'exclusivité. Le moyen peut inclure le statut d'école nationale. On vient de nous présenter la demande, alors Mme David part avec la demande sous son bras, puis il va certainement l'étudier de près. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, j'ai trouvé ça formidable, ma visite ici à Jonquière. Merci. Merci.